bonsoir. Bonsoir à la presse. Je suis toujours présent pour le Péverin. La télévision locale pour nous enregistrer. J'espère que le son sera meilleur. C'est toujours pas la qualité, hein, ça craque encore un petit peu. Je pense qu'on doit mettre au budget 2021 une amélioration de la sono, en tout cas ici au Casino Café. Avant de commencer cette séance du conseil municipal, aujourd'hui il y a eu un hommage national à un professeur qui a malheureusement enseigné la liberté d'expression et il en est décédé. Nous avons mis les drapeaux en berne sur l'ensemble de la commune et en hommage, je supplie qu'on se lève et qu'on lui consacre une minute de silence. Je vous remercie. Je pense simplement à sa famille. Cet enseignant s'appelait Samuel. Oui. Samuel, j'ai l'émotion qui me vient à l'heure. Voilà, pour avoir enseigné et expliqué à des enfants ce que c'était la liberté d'expression. Il en est décédé. Je pense qu'on doit rendre effectivement hommage à l'ensemble, je dirais, des professeurs des écoles, professeurs des collèges et des enseignants en général, du fait qu'aujourd'hui la démocratie est aussi bafouée par ce genre d'individus avec un attentat terroriste qu'on n'avait encore jamais eu sur notre territoire, un égorgement d'un homme en pleine rue, une décapitation, c'est quelque chose de nominal. Voilà, donc j'ai pensé naturellement pour toute la famille et pour l'ensemble du collège, tous ces collègues et les enfants qui ont eu cours avec cet enseignant, ils sont forcément traumatisés à vie de par les événements qui sont passés. Voilà, je voudrais faire l'état des présents. Donc, tous ceux qui sont là sont forcément présents. Il y a Muriel Macken qui est donc absente excusée, qui a donné procuration à Karine Chapucci. Il y a Morissette Denig qui est excusée du fait qu'elle est en conseil pour l'EHPAD et l'animation en tout cas de nouveaux comités. Elle a donné procuration à Isabelle Lacoste et Alexandre Brandebourg qui m'a appelé pour me dire qu'il ait cassé sa machine et il a donné procuration à Bernard Drich. Voilà, donc on peut constater que le quorum est atteint et que nous pouvons donc délibérer valablement. Il faut désigner un secrétaire de séance, donc le plus jeune, c'est Ludovic Ange. Est-ce que tu acceptes le secrétariat? Merci. Donc il faudra que tu viennes signer quand famille t'appellera. Je vais donner quelques informations pour commencer le point 1 de l'ordre du jour. Vous avez tous les destinataires en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire. Dimanche 26 octobre, au Golfe, il y a une initiation gratuite qui est organisée par la communauté de communes. Donc je vous invite avec vos familles, pour ceux qui veulent s'initier en tout cas au Golfe, de pouvoir le pratiquer, avec naturellement les règles de distanciation sociale, le port du masque. Et faites aussi de la publicité autour de vos proches pour ceux qui souhaitent y aller. Nous avons convenu, lors de différents conseils municipaux, de rencontrer l'ensemble du personnel communal. Pour l'instant, j'ai prévu la date dans ce casino le vendredi 27 juin à 18h. Le 27 novembre, c'est bien. Dans ce casino, donc avec l'ensemble du personnel communal présent et naturellement tous les conseillers municipaux, afin que vous connaissiez l'ensemble du personnel. Donc notez le rôle d'agenda, donc le 27 novembre
à 18 h. Donc ce sera une réunion du personnel avec retour des élus. Nous avons toujours programmé le vendredi 4 décembre le passage de Saint-Nicolas pour les écoles. Donc Saint-Nicolas, on espère qu'on pourra le faire. Les enfants nous attendent. Donc on espère que les mesures sanitaires ne vont pas devenir un peu plus strictes au gré de l'évolution. Et nous avons prévu le samedi 5 décembre, dans ce casino, un repas avec l'ensemble des conseillers municipaux et les épouses. Naturellement, tout ça sous réserve des mesures sanitaires. Donc notez dans votre agenda aussi le 4 décembre Saint-Nicolas. Pour ceux qui souhaitent accompagner Saint-Nicolas, vous êtes les bienvenus. Vous allez recevoir une invitation pour participer. Il y a un repas à midi qui est prévu. Il faut que Saint-Nicolas prenne des forces pour continuer la tournée. Et donc le lendemain, prévu donc, le repas de l'ensemble du conseil municipal avec les épouses. Voilà pour les points d'information. Donc on va passer au point 1 de l'ordre du jour. L'approbation du procès verbal va donc être rendu du 2 septembre 2020. Y a-t-il des remarques? Oui. Je voudrais revenir sur le point 9 du précédent conseil municipal. On va donner un micro. Oui. Vous avez dit le point 9. Donc je souhaiterais revenir sur le point 9 du précédent conseil municipal où vous m'aviez accordé un accès aux documents concernant la chaudière biomasse. J'ai fait 2 relances par mail, j'ai pas eu de réponse de votre part. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une date? Alors, vis-à-vis de... ça n'a rien à voir avec le contrôle du conseil? Non, ça n'a rien à voir avec le compte rendu, mais comme c'est à l'ouverture, oui, et que j'ai fait 2 mails et qui sont restés sans réponse. Donc, on vous a distribué les IPAD ce soir. Voilà, et donc, les documents, alors, soit ils seront consultables en mairie, soit on vous les envoie, c'est comme vous voulez, à votre choix. D'accord. Je prendrai donc rendez-vous avec Madame Hélène pour fixer, pour vérifier. Je vous remercie. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Votre main a été cachée par monsieur. C'est bon. Oui, changer de main parce que mon main est cachée. Donc ça fait 5 abstentions. Qui est contre? Conseil approuvé à la majorité. Relever des décisions prises par le maire. Donc vous avez été le signataire de votre note de synthèse d'un certain nombre de décisions que j'ai prises. Donc je ne vais pas les énumérer. Avez-vous des questions? On va donner à la jette. Le son va circuler. La décision numéro 11 concernant l'attribution du permis. Oui. Alors moi j'ai 2 questions. Donc la première question c'est une interrogation sur l'aspect technique de cette passation. Vous avez une délégation de pouvoir signer des accords cadres de service jusqu'à 100 000 euros.
taxe. Oui. Donc, en vertu d'une délégation donnée par le conseil municipal du 17 juin dernier, lors de l'installation. Oui. La détermination du seuil de passation d'un marché se fixe sur la durée totale du marché, donc article 2121 alinéa 8 du Code de la commande publique. Dans notre cas, cet accord cadre a été fixé pour une durée de 4 ans. Exact. Donc durée initiale plus 3 reconductions. Donc pour un montant annuel maximum de 30 000 € hors taxe. Donc si je calcule bien, je fais 30 000 par 4, ça me fait 120 000 €. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, éclairer le conseil sur ce point, donc un dépassement de 20 000 €? On va vérifier. Donc on vérifiera et on reviendra effectivement sur la question, là, le Wi-Fi qui rame. Excusez-moi l'expression. On va vérifier ce point. Ok. Autre question? La deuxième question, on écoute la première. Oui. Donc si c'est un dépassement de 20 000, donc vous n'êtes pas autorisé à signer par décision cet accord cadre. Donc ça doit passer par le conseil municipal. Oui, d'accord. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que On est en train de vérifier. Oui, voilà. Bon, écoutez, on va vérifier, et si effectivement vous avez raison, on passera au conseil. Ok, autre remarque sur la décision? Donc ça veut dire que vous voulez le repasser en conseil, là vous avez quand même acté le fait que le terroir va sortir. Oui, le marché est attribué, je confirme. Et donc le marché n'est pas valable. Pour l'instant, il faut attendre la réponse à la question, on va regarder. D'accord. Et puis l'aspect 2, c'est plus un aspect moral, donc, mais qui se réfère à la loi. Oui, j'écoute. L'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui ont fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Cet article traite du conflit d'intérêts des membres du conseil municipal. Au regard de la charte de l'élu, l'article 2 de cette même charte, je le cite, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'accord cadre qui a été signé avec la société qu'on voudrait, dont le fils est co-gérant, si j'étais méchant, je dirais que c'est du favoritisme, mais je ne vais pas dire. Question, monsieur le premier adjoint, est-ce que vous avez pris part à cette décision? La réponse est non, c'est moi qui ai pris la décision, c'est une décision du maire. Et bien, je ne suis absolument pas participé, et je l'ai écarté volontairement du choix. Et c'est Bernard Zaner qui a fait le choix. Oui, c'est très bien, si j'ai la réponse.
Voilà, autre question. On reviendra sur les questions en tout cas de votre question. Il y a derrière vous, Oui, je voudrais revenir sur la décision du 9 septembre concernant l'abattage de 60 peupliers. Tout comme vous, monsieur le maire, on a été interrogés par des citoyens qui se sont interrogés eux-mêmes sur cette décision d'abattage de 60 peupliers d'alignement d'arbres. On a eu des échanges, ils vous ont contacté, je pense que vous leur avez, j'espère, pu leur répondre. Apparemment, la réponse qui a été apportée ne les a pas satisfaits, puisqu'ils sont montés en collectif pour défendre cet alignement d'arbres. Et certaines réponses n'ont pas été apportées, à savoir, est-ce qu'il y a eu un diagnostic qui a été établi avant votre décision d'abattre ces 60 peupliers, qui, il faut le rappeler quand même, signe le second abattage d'arbres plus grand, abattage d'arbres d'alignement d'arbres en France. Si ça a été diagnostiqué, pouvez-vous nous dire par qui et quand? Sinon, un type d'État vous envisagez d'autres solutions que l'abattage de ces peupliers? Et troisième question, sachant que ces peupliers font partie du patrimoine un peu local, est-il envisagé de les replanter, s'ils sont abattus, à titre légal, j'allais dire un peuplier pour un peuplier, au même endroit? Et y a-t-il un volet financier qui est prévu à ce sujet, s'il vous plaît? Je réponds tout de suite à la troisième question. En fait, il est prévu effectivement d'abattre ces peupliers et d'en replanter d'autres, mais pas les peupliers. Parce qu'un peuplier, ça répond bien à votre première question, un peuplier, il a une vie de 70 ans. Et donc, effectivement, un diagnostic a été fait par la société d'entreprise paysagiste espaciale Nature Est, voilà, qui demande effectivement de l'état sanitaire de mini peuplier robuste. C'est un constat qui a été fait visuellement, qui est effectué du sol. On peut voir que de nombreux bourrelets de cicatrisation que les élevages anciens ont engendré des puits de pourriture. Ces puits sont situés en haut du fût et en bas du pied, ce qui fragilise l'arbre et peut provoquer des ruptures, si c'est déjà produit ces dernières années, voire les souches des arbres récents. L'élimination des sujets fragilisés par les symptômes indiqués ci-dessus va créer de larges ouvertures dans l'aliment qui risquent de fortement fragiliser les sujets épargnés, phénomène de résistance de l'ensemble boisé. L'abattage à ligne me semble une sécurité, on insiste bien là-dessus, au regard des caractères touristiques du site avec en compensation de dotation d'arbogène. Je vous rappelle que j'ai pris un arrêté municipal et malgré l'arrêté municipal, il y a des gens qui se promènent sous ces arbres. Si une branche vient à tomber, blesse ou tue quelqu'un, ce sera moi, le maire de quelqu'un, responsable. Donc il faut bien comprendre que cette décision de couper les arbres, c'est pas fait vis-à-vis contre la nature, c'est fait pour des raisons de sécurité, notamment des promeneurs qui ne respectent même pas l'arrêté municipal que j'ai pris, qui continuent de se promener sur ce chemin. Je sais que le chemin est prisé, c'est pour ça que je souhaite que les promeneurs puissent continuer de se promener en toute sécurité. Et donc il est prévu effectivement l'abattage de ces arbres et de replanter d'autres. Mais on va changer d'essence et pas remettre des peupliers, dans 70 ans, le futur maire de Cattenom va se trouver confronté à la même difficulté que moi. Donc je souhaite qu'on échange d'essence et qu'on mette des arbres plus résistants pour cette lignée-là. Donc voilà un peu la réponse à la question. Donc pour l'instant, j'ai demandé à la société de surseoir, malgré la commande que je vais passer, de faire un état arbre par arbre. Et j'invite en tout cas les gens qui souhaitent venir au premier abattage de constater par eux-mêmes de visu l'état des arbres, pour les convaincre que les arbres sont en bonne santé. Je ne peux pas faire mieux. Oui, Gilles. Merci Alain. Juste pour. Je suis assez surpris du propos de M. André-Jessi, parce qu'on était à la même commission environnement quand on a eu l'information. Et pourtant, il n'en a pas fait, il n'y a pas eu état de remarques de membres de l'opposition
service jardinier qui était très factuel. On n'a eu aucun propos de votre part, membre de la commission technique, où vous aviez toute l'occasion d'échanger. On avait tous, même membres de la majorité, l'occasion d'échanger. Au contraire, j'ai senti qu'il y avait une unanimité au sens de la dangerosité, et tout de suite, le responsable du service jardin a proposé même des alternatives, à savoir peut-être laisser quelques coquilles en bon état, les couper un peu pour faire venir des cigognes, remettre d'autres essences de bois, tout ceci en concertation. Voilà, donc ça serait bien juste quand on intervient, qu'on rappelle aussi l'histoire et ce qui s'est passé en commission d'environnement. Et pour le coup, juste pour la présidente de la commission, Isabelle Lacoste, elle était très, en plus, très claire, elle a laissé tout le monde s'exprimer, je tiens à la remercier parce qu'elle était très objective, très claire par rapport à la difficulté de ces coquilles. Donc je trouve ça juste un peu gonflé ce je peux peut-être répondre. Alors il est vrai que la commission, on en a discuté. J'ai posé des questions, on a eu des réponses. Mais la réponse, c'était pas je ne savais pas à l'époque qu'il fallait un diagnostic précis, arbre par arbre. Je ne savais pas à l'époque qu'il fallait un volet financier. Je ne savais pas à l'époque qu'il fallait que les plantations soient prévues aussi dans un volet de plantation et qu'il y avait une loi là-dessus. J'ai été informé par une association qui s'est montée. J'ai relaté ces questions aujourd'hui parce que la commission dont vous parlez, ça fait quand même quelques semaines qu'elles sont passées et c'est entre ces semaines que j'ai eu ces informations. J'ai échangé avec M. le maire, M. le maire m'a répondu, j'ai retranscrit mot pour mot les réponses que M. le maire avait fait aux citoyens qui m'ont interrogé, et je retranscris aujourd'hui, parce qu'il m'a été fait demande, ces questions-là au conseil municipal. Voilà pourquoi j'ai posé ces questions. Alors, par rapport à notre décision, j'ai demandé de faire un diagnostic arbre par arbre, justement parce qu'une association est montée au créneau et il ne veut pas croire, en tout cas, de l'état des arbres. Donc, on va faire un diagnostic arbre par arbre, on va abattre les arbres, on va les faire venir et on montrera l'état des arbres. Donc, le diagnostic arbre par arbre, il est lié aussi. C'est tout à fait logique et honnêtement. Concernant la sécurité, je ne suis pas contre l'abattage d'arbres qui sont publics, qui menacent les promeneurs. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus à avoir. Hein. C'est juste le relais de questions qui m'ont été faites. Voilà. Très bien. Je pense que j'ai aussi oublié ce que disait Gilles, parce qu'effectivement, on en a parlé, et qu'effectivement, vous avez posé la question si on allait replanter, et pendant cette commission, on a aussi parlé de les replanter et de mettre un budget. Donc, effectivement, moi, je prends un peu ça pour de la polémique, puisque les questions que nous posions, c'est déjà posé, et ça fait partie du travail de cette commission, qui est pour l'environnement, et effectivement, le problème de sécurité, tout ce qu'on vient de parler, a déjà été discuté. Donc si vous avez, effectivement, vous faites le relais, mais effectivement... Il y a des choses qui n'ont pas été faites à l'endroit, excusez-moi. Il y a des choses qui n'ont pas été faites à l'endroit. Parce que il faut... Non, non, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut, pour abattre un arbre, qu'il y ait un volet financier qui soit voté avant la décision. Or, aujourd'hui, il n'y a pas eu de volet financier qui a été voté. Et moi, je l'ai appris après cette commission. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas une question polémique ou pas polémique. J'ai appris après. Alors, voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'on en a discuté et que vous avez dit que vous allez mettre un budget l'année prochaine pour la replantation des arbres. Alors, je vais répondre deux points. Pour le budget 2020, nous avons 20 000 € ce budget pour planter des arbres. Nous avons planté des arbres pour 20 000 €. Voilà, ça c'est pour le budget 2020. Et pour 2021, nous allons prévoir un budget. Donc ce sera aussi vu avec Maxime Germain, avec la commission environnement, et on mettra le budget qu'il faudra pour planter des arbres.
Donc j'avais prévu effectivement 20 000 € déjà sur le budget 2020. Et c'est greffé à ça l'état diagnostic des arbres de la rue de Peuplier. Donc nous n'avions pas prévu pour 2020, mais nous allons prévoir pour 2021. On est au mois d'octobre, on est à 3 mois 2021. On est proche en tout cas d'une décision et de mettre la direction au budget 2021. Au moins de 6 mois, on aura l'argent de ce budget pour lancer l'opération. Y a-t-il d'autres questions? Ok, donc on reviendra vers vous, M. Papi, pour le point 2. Point 3, modification des statuts de la communauté de communes, approbation. Bon, vous avez tous été destinataires des modifications des statuts. Ce point a été donc déjà débattu au conseil communautaire. Il faut que l'ensemble des conseils municipaux de chaque commune délibère. Vous avez vu qu'il y a des choses qui ont été modifiées, notamment, je parle en tout cas pour le public en conseil, qui fait qu'on modifie surtout la mise à jour des compétences de la protection de valeur de l'environnement. Et donc, on rajoute aussi l'action sociale avec la maison structure France Service qui vont créer et qui va définir des obligations de service public. Voilà, donc, en tout cas, j'en ai discuté hier avec le vice-président du pôle social et il m'a proposé d'ailleurs de faire une visite avec l'ensemble du CCAS, donc l'ensemble du personnel, en tout cas, enfin, des membres du CCAS, à visiter cette maison France Service pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on y fait. Voilà, donc tout ce qui est gestion, entretien, résidence d'automne a été rajouté. Tout ce qui a été aussi action visant à réduire les inégalités, à favoriser le cycle de la jeunesse. Voilà, et donc cette mise à jour des statuts, en tout cas, de la communauté commune permet en tout cas d'apporter encore plus de soutien, en tout cas, aux habitants du territoire. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous remercie. Point 4. Projet de pacte de gouvernance entre les communes, membres de la communauté de communes et environ. Voilà. Quel est votre avis sur cette pacte de gouvernance? Donc, vous étiez tous destinataires de ce pacte de gouvernance avec un préambule. Donc, on a aussi approuvé ce pacte de gouvernance en conseil communautaire et chaque commune doit aussi délibérer sur ce pacte de gouvernance. Donc, pour le public, j'explique que ce pacte de gouvernance, il est structuré autour de 4 objectifs. C'est renforcer l'échelon intercommunal, initiateur et animateur de politique publique, le respect et l'agilité démocratique des élus communaux, de passer le développement, la solidarité et la proximité au cœur de la coopération intercommunale, de poser des bases d'une communauté de communes arbitrée, dimensionnée et opérationnelle au service du territoire et ses habitants, et de garantir une solidarité au travers du principe d'équité entre toutes les communes du territoire qui sont à l'image de la communauté de communes depuis sa création en 1986 sous la forme de district rural. Voilà, donc en fait, ces valeurs en fait, permettent de guider l'action de la communauté de communes environ vers les communes. Et donc on a forcément des instances de politique de la communauté de Crétonne environ, avec le conseil communautaire, un bureau communautaire, des commissions thématiques, la conférence des maires, un conseil de développement, dont Hassan tu faisais partie, il y a un conseil des sages, et avec une gouvernance rénovée, centrée donc sur la relation entre la commune et l'intercommunalité, avec un projet commun qui garantit donc les idées locales et le droit de réserve communale. Voilà, donc on a un pacte de territoire qui va être aussi mis en œuvre sur la commune, avec forcément l'ensemble des maires du territoire pour les 6 ans à venir.
Avez-vous des questions sur ce... C'est pas une question, c'est juste un rajout. Donc il est prévu dans ce pacte la participation éventuelle des élus municipaux dans des commissions intercommunales. Les élus du conseil municipal peuvent participer si c'est voté. Oui, alors, ce qui est prévu toujours dans les textes, alors c'est vrai pour la commune ou c'est vrai pour la commune, en fait, dans les commissions, ne peuvent siéger que les gens élus. On n'a pas le droit de faire venir des gens extérieurs. Ce qui a changé, je dirais, depuis mars 2020, c'est qu'effectivement, l'ensemble des conseillers municipaux sont destinataires de l'ensemble des comptes rendus, de l'ensemble des points qui vont être débattus en conseil communautaire. Et ça renforce un petit peu le lien que chaque conseiller communautaire doit avoir aussi envers sa commune, du fait qu'on avait eu des reproches par le passé, qu'il y avait que les conseils communautaires qui étaient au courant de ce qui se passait à la commune, mais ça ne descendait pas au niveau des conseillers municipaux. Donc aujourd'hui, il y a une obligation qu'effectivement l'ensemble des conseils municipaux soient informés de l'ordre du jour des conseils communautaires, de telle manière que vous, en tant que conseiller, vous pouvez interroger le conseil communautaire pour dire tiens, en fait, qu'est-ce que vous avez discuté sur ça? Donc, on peut faire le relais aussi entre les communes et l'interco. Donc là, une partie de la réponse, mais pour les commissions, c'est comme pour nous, il faut être en fait élu pour faire partie. J'ai vu ça quelque part dans le pacte. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous remercie. Le point 5 concerne la compétence du plan local d'urbanisme intercommunal, on appelle le PLUI. Donc c'est issu d'une loi ALUR du 24 mars 2014. Donc nous en avons débattu en bureau communautaire et donc vis-à-vis de, je dirais, du fait que chaque maire souhaite gérer l'évolution de sa commune, les maires souhaitent garder, en tout cas, la main sur tout ce qui touche à l'urbanisme. Donc, la plupart des maires vont devoir se positionner aussi avec leur conseil municipal sur le fait que est-ce qu'on transfère ou pas cette compétence du plan local d'urbanisme à la commune. Donc, il suffit qu'il y ait 2 communes qui s'y opposent pour que le transfert ne se fasse pas. À ce soir, il y a déjà plus de 2 conseils municipaux qui ont déjà voté contre. Voilà, donc quel que soit notre choix ce soir, je dirais que la messe est dite. On ne transférera pas, en tout cas, la compétence du plan local d'urbanisme à l'intercommunalité. On souhaite que chaque maire puisse développer sa commune comme il l'entend. Voilà, néanmoins, je me dois de vous poser la question, est-ce que vous opposez aussi au transfert de la compétence de PLU à la commune et naturellement demander au conseil communautaire de prendre acte de cette décision pour effectivement m'autoriser à prendre les mesures et à accomplir les actes nécessaires. Donc, quels sont, qui en fait est contre le fait de s'opposer au transfert? Alors, je vais poser la question autrement. Oui, c'est bon, c'est clair? Bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on s'oppose tous à l'unanimité au transfert. Pour être clair. Le point 6, désignation de représentants à la commission intercommunale des impôts directs. Donc, cette commission se réunit. Alors, Hervé en a fait partie au dernier mandat, une fois par an. Voilà, il me divise la tête.
donc c'est une commission qui existe aussi au niveau de la commune et qui doit exister aussi au niveau de l'intercommunalité. Donc, parmi vous, y a-t-il un candidat titulaire? Jacqueline Caron, et il faut un suppléant. Hassan Fadi. Oui. Donc titulaire Jacqueline Caron et suppléant Hassan Fadi. Il n'y a pas de candidat? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc on transférera ces deux noms à la communauté commune. Le point 7 concerne un mouvement de commande pour la fourniture d'électricité. Donc depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence et conformément aux différents articles du Code de l'énergie, tous les consommateurs d'électricité ou de gaz naturel peuvent librement choisir leur fournisseur sur le marché et donc quitter les tarifs réglementés de vente par les opérateurs historiques. Donc, par ailleurs, certains tarifs réglementés de vente ont disparu depuis le 31 décembre 2014 et jusqu'à présent, les collectivités avaient le choix soit de réaliser seule cette opération, soit de participer à un marché organisé par une centrale d'achat, genre EGAP ou autre, afin de déléguer la procédure de consultation à une autre entité et bénéficier des coûts plus avantageux grâce à l'économie d'échelle. Le département de la Moselle souhaite, pour la mise en place d'un groupement de commandes, mutualiser les procédures afin d'une part faciliter les modalités de renouvellement des contrats et d'autre part bénéficier de prix plus avantageux et d'une prestation de services de qualité pour l'ensemble des adhérents. Donc la mise en place de groupement n'engendrera aucun frais pour les membres. En effet, le département de la Moselle prendra en charge à la fois les études, la constitution des cahiers des charges pour les consultations des fournisseurs, les mesures de publicité qui y sont liées et le suivi de la bonne exécution du marché par Moselle Agence Technique en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin de questions? Oui. Est-ce qu'on a le coût de l'adhésion à Matec ou pas? On est adhéré à Matec en 2014, de mémoire. Oui, c'est environ 2000 € l'adhésion en tout cas à Matec. C'est 50 centimes par habitant. Voilà. Donc 50 centimes pour habitant fois 2700. Et toutes les communes de la communauté de communes y adhèrent? Alors c'est chaque commune qui fait son choix d'adhérer ou pas. Nous, commune de Caton, on a adhéré avec Matec et je les ai sollicités aussi, notamment sur le plan de l'église. Donc on a une expertise avec le 4 novembre. Voilà, donc on essaie de travailler en tout cas avec le département de la Moselle, avec ces institutions, avec des gens qui sont compétents dans le domaine de l'urbanisme, dans le marché public, dans l'ingénierie en général. Et si par exemple il y avait certains accords cadres qui ne convenaient pas, comment on peut intervenir en sachant que c'est le président, de ce que j'ai compris, c'est le président du département qui est le signataire étant le coordinateur, c'est ça? C'est ça, en fait on regroupe l'ensemble, le département va regrouper l'ensemble des communes qui souhaitent adhérer, et plus en fait on va faire marcher le gros de l'électricité, et plus une commune va adhérer, plus en fait on pourra baisser les tarifs pour l'ensemble des communes qui vont, comme nous, adhérer en tout cas sur le dispositif. Et il y a toujours moyen d'intervenir si des fois il y avait un désaccord ou non? Non, une fois qu'on a signé, on est engagé avec eux. Voilà, donc en tant que conseillers municipaux, il faut que vous m'autorisiez à adhérer au groupement de commandes coordonné par le département de la Moselle pour l'achat d'électricité, approuver l'étape de la convention du groupement de commandes pour l'achat d'électricité qui était jointe en annexe de vos rapports, d'autoriser le maire et son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat, autorise le lancement des consultations des prestations
des contrats correspondants ainsi que la signature de toutes les pièces nécessaires et autoriser le représentant du coordinateur à signer les accords cadres, les marchés subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces y rapportant issues du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et pour le compte des membres du groupement, et ce, sans distinction de procédure ou de montant. Il précise que les dépenses inhérentes à l'achat d'électricité seront inscrites au budget correspondant. Donc là, en fait, la délibération que je vous demande de prendre ce soir est donc d'adhérer à MATEC. Au groupement de commandes. Pardon ? Il y a une petite question. EDF n'est pas opérateur. Non, pas du tout. En fait, EDF n'a absolument rien à voir. EDF sera un fournisseur éventuel, mais il n'y a pas que. Est-ce que ça fait du sens, comme on est sur le territoire de la centrale, d'aller vers un autre prestataire? Le marché, d'une part, il faut le lancer. D'accord. Voilà. Soit c'est nous qui lançons le marché et on verra bien qui répond et sait nous tout faire, soit c'est MATEC, et MATEC va forcément consulter à la fois Total, Direct Énergie, et donc on aura les prix, je dirais, en fonction du marché et du accord cadre qui est passé. Merci. Ça répond à vos questions? Oui. Ok. Y a-t-il d'autres questions sur ce point 7? On va passer au vote. Qui s'abstient? 3, 4, 5 abstentions. Qui vote contre? Personne. Donc, majorité, merci. Je vais vous reposer un peu. Le point 8, forêt communale. Bernard, si tu veux présenter les points 8, 9 et 10, on va récupérer peut-être le micro. Le micro, il est... Merci. Donc Bernard va nous parler du bois, notamment de la forêt communale. Vas-y Bernard. Bien, donc ce point, on le passe chaque année au conseil municipal, donc après la commission des forêts du mois de septembre. Donc c'est un rituel, puisqu'on a une forêt communale qui produit du bois, donc il faut qu'on gère cette forêt, et donc cette gestion passe par un certain nombre de décisions. Donc la première décision, c'est de savoir qu'on exploite cette forêt, donc on va exploiter cette année 1420 m3 de cette forêt. Et donc sur ces 1420 m3, il y a une partie qui est attribuée à du bois noble, qui est revendue aux enchères notamment, et qui permet d'avoir un apport financier intéressant pour la commune, puisque les chênes de la forêt de Canton sont de qualité. Il y a une partie qui est vendue en bois énergie. En fait, c'est les résidus du bois noble, c'est des hauts des arbres, on appelle ça les houtiers, qu'on vend en bois énergie. Et enfin, on a un troisième volet de vente de bois, c'est la vente à nos affouagistes. Donc les affouagistes, ce sont des habitants de Cattenom qui s'inscrivent volontairement sur le rôle de l'affouage, on appelle ça, pour bénéficier d'un certain nombre de stères de bois qu'ils vont eux-mêmes exploiter en forêt, avec bien sûr nos directives, puisqu'ils prennent le bois qui est attribué spécifiquement à l'affouage. Donc cette année, on aura donc 420 m3 de bois qui seront attribués aux affouagistes. Donc pour que cet affouage se déroule dans de bonnes conditions, la première chose qu'on a à faire, c'est le point numéro 8, c'est nomination et acceptation des garants. Donc ce sont eux-mêmes des affouagistes et c'est eux qui contrôlent que l'affouage se passe dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que chaque affouagiste coupe que le bois qui lui est attribué, avec des lots qui sont attribués au tirage au sort
au mois de décembre. Et il vérifie aussi que les opérations de coupe et d'abattage ou de coupe et se fassent dans des conditions de sécurité optimales. Voilà, donc ce qu'on propose au Conseil ce soir, suite à la commission des forêts du 29 septembre, c'est que M. Jean-Marie Touvenin, M. Jean-Marc Bauer et M. Jean-Claude Fuchs soient donc garants de cet affouage. Et on demande donc au Conseil à accepter à la fois le rôle d'affouage, c'est-à-dire qu'on engage une certaine quantité de bois pour l'affouage et que cet affouage soit surveillé par les 3 garants que je viens de nommer. Voilà, donc le premier vote auquel on doit faire. Donc la question, Bernard, je te laisse poser la question. C'est sur la nomination et l'acceptation des garants, sur le rôle d'affouage de l'année 2020-2021. Voilà, donc le Conseil, vous devez accepter le rôle d'affouage et accepter la liste des garants. Donc M. Jean-Marie Touvenin, M. Jean-Marie Bauer et M. Jean-Claude Fuchs. C'est clair? Pas de questions? Bon, Bernard, c'était clair. Oui. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Le point 8 est voté. Voilà, le point 9, c'est que ce bois n'est pas donné gratuitement, donc les aquagistes ils font le boulot, mais ils payent quand même leur bois avec un prix raisonnable. Donc la commission des forêts propose le montant de la taxe d'affouage pour 2020-2021, qui est de 11 € par stère, qui seront attribués aux affouagistes, sachant qu'on a 14 affouagistes et qu'on leur attribue 30 stères. Et chaque affouagiste aura donc à payer ce qu'on appelle la taxe d'affouage, qui est la globalité, c'est 30 stères multipliés par 11 €, donc 330 € par affouagiste. Donc voilà, on demande au conseil municipal à ce que cette taxe d'affouage de 330 € par affouagiste soit validée. Donc on accepte de vendre ce bois à 11 € le stère à chaque affouagiste. Voilà. On sait 11 € TTC. Je pense, oui. Je ne sais pas, c'est Fanny qui dit ça. La TVA est toujours à 5,5, il faut en profiter. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à la prestation de Bernard? Questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On va voter. Allez, Voilà, le troisième point concernant la forêt, c'est le point 10, le règlement d'affouage pour la campagne. Donc, on leur attribue du bois, ils le payent, et maintenant, il faut qu'ils respectent un règlement. Donc, ce règlement d'affouage a fait l'objet d'un écrit qui leur a déjà été remis au moment d'inscription, mais qui peut être corrigé en fonction de vos observations, et qui leur sera remis de toute façon une deuxième fois au moment de l'attribution de leur lot. Donc, on ne va pas passer le règlement en revue ce soir, mais vous l'avez eu comme pièce jointe, donc si vous avez des remarques sur ce règlement qui stipule les droits et les devoirs en fait, de l'affouagiste et dans quelles règles de sécurité il doit observer ses travaux. Voilà, donc si vous avez des remarques sur ce règlement, merci d'en faire part. Pas de remarques? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On va voter à l'unanimité. Merci. Merci, Bernard. Le point 11, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau, potable en 2019. Donc, le comité directeur du CCA mixte des eaux de Cattenom, Garches-Quequin, a approuvé le 17 septembre le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau. Un exemplaire de ce rapport a été transmis donc, aux communes adhérentes pour être présenté donc, à leur conseil municipal. Voilà, donc vous avez pris connaissance, je pense, de ce rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service public, exercice 2019. Alors pour les gens de la salle,
Je précise que le territoire hors Bourg-en-Gros, c'est 5 communes desservies. C'est Berck, c'est Gavis, Fixem, Gerstequin et Cattenom. Ça présente 2266 abonnés et il y a 5063 habitants desservis. Donc l'exploitation est un contrat de gérance avec Veolia Eau. Et c'est donc Veolia qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Et le syndicat lui garde la maîtrise des investissements, la propriété des ouvrages et la conduite de relations avec l'usager et du service. La production et l'apport, en 2019, on a produit 279 001 m3 et nous avons importé 3 068 m3. Donc le syndicat contribue largement, en tout cas à partir de ses ressources, à produire cette eau et à la donner en qualité, en tout cas, à nos habitants. Et nous avons, depuis un pôle d'achat à la commune de Thionville et de Cirquévin, qui est possible. Et nous distribuons aussi en secours les communes de Coens et de Haut-Coens. On a une distribution de 52 km de réseau avec 313 113 m3 qui ont été consommés en 2019. Donc ça fait à peu près 67 litres par habitant et par jour. Voilà. Et compte tenu des fuites, pour partie inévitable, et des besoins des services, le rendement du réseau est de 86,7%. Voilà. Et donc nous avons exporté 9060 m3 qui ont été hors du périmètre du service en 2019 vers la commune de Cirquévin et de Haut-Coens. La qualité de l'eau, elle est jugée excellente, donc ça c'est l'ARS qui nous le dit. Elle est de bonne qualité, il y a 100% des analyses qui sont conformes au niveau bactériologique et 100% au niveau physico-chimique. Voilà, et le prix au 1er janvier 2020, il est de 246,46 € pour 120 m3 TTC. Voilà, donc le prix du service, il comprend une partie fixe, l'abonnement, la voie domestique consommera forcément et paiera aussi des taxes. Donc 58% revient à l'exploitant pour l'entretien et le fonctionnement, 15% revient à la collectivité pour les investissements et 27% sur les taxes et les redevances. Voilà pour vous faire un peu de rappel sur l'eau. Donc sachez que depuis le 17 septembre de cette année, le nouveau président du syndicat des eaux est Éric Thiel. Voilà, y a-t-il des questions sur ce rapport sur l'eau? Oui. Sur la page 15, il y a une évolution de 3799% sur les cartes et créances. On passe de 181 à 5058. Donc, est-ce que c'est dû au fait qu'on vend de l'eau à Sierre et à Thionville? La page 15, c'est en bas. Tout en bas. Oui. Pour le compte annuel de l'exploitation de l'IAC. Oui, en fait, les 3699%, c'est parce qu'on avait prévu, on avait 180 € en 2018, et effectivement, en 2019, on passe à 7058. Voilà, donc, on a effectivement des gens qui ne payent pas l'eau, malheureusement. Il n'y a pas que l'eau, d'ailleurs. Et l'électricité aussi, on a aussi des gens qui ne payent pas l'électricité, donc les sources, c'est les mêmes. Et donc, il nous arrive effectivement de devoir effacer les dettes de ces personnes qui sont en difficulté. On essaie en tout cas de les convoquer aux SAS pour essayer de trouver avec eux des solutions. Mais les factures d'eau et les factures d'électricité, effectivement, il y a des gens qui sont en difficulté à payer leurs factures. L'avantage qu'on a depuis qu'on a refait un contrat avec Veolia, c'est que maintenant, vous pouvez mensualiser votre... alors qu'avant, il y avait une facture tous les 6 mois qui arrivait, c'était un gros montant, et les jours qui n'avaient pas provisionné, se trouvaient des difficultés. Donc on espère, avec la mensualisation qu'on a mis en place, que les gens auront plus de facilité à payer. C'est plus facile de payer une petite facture de 30-40 € qu'une grosse facture de 6 mois. Voilà, ce qui peut expliquer aussi les impayés. Ça répond à votre question.
parce qu'il dit qu'à la page 6, l'augmentation de la vente douce est liée au fait qu'on utilise dans l'assiette qui a donc sur la page 16. Page 16, oui. Donc le premier tableau en recette de la vente d'eau, Oui. il y a une augmentation, une évolution de 237%. Oui, alors c'est lié aussi aux consommations qu'on peut faire, mais aussi des fois au problème de facturation qui peut nous arriver, qui sont reportés d'une année sur l'autre. Donc on voit que sur 2018, la vente d'eau était très faible, et en fait il y a certainement des recettes qui devaient être portées sur 2018 qui nous ont été remises sur 2019, ce qui peut expliquer aussi ces écarts. Alors effectivement, on a changé de contrat entre-temps, on est repassé sur une nouvelle DSP, et donc on a eu le solde de l'ancien contrat qui finissait pour être revenu sur 2019. Donc ce qui peut expliquer aussi le fait qu'on ait vendu entre guillemets plus d'eau, mais c'est lié, je pense, à l'année 2018. Y a-t-il d'autres questions pour ce rapport? Donc il faut passer donc effectivement au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Voilà. Unanimité. Point 12. Acquisition immobilière en gare industrielle ZAC de Ussange à Cattenom. Donc ce bâtiment est situé en face de l'établissement Aquel. On a prévu dans le budget 2020 des crédits d'opération d'investissement pour la construction d'un gare municipale, atelier services techniques, à hauteur de 300 000 €, suivant les premières estimations, qui faisait un montant total des travaux de 600 000 €, hors frais des 6 d'œuvre, et notamment des missions annexes d'acquisition foncière. Donc, considérant que la réalisation de cet ouvrage situé rue des Pouliers à Cattenom à proximité de l'hangar technique actuel est programmée sur l'exercice 2020-2021, et considérant que la société Murphy, c'est une société civile immobilière dont le siège est à Metz, bon, qui est matriculé au registre du commerce, qui est représenté par M. Grégory Martin, qui agit en qualité de gérant. Il est donc propriétaire d'un bâtiment commercial sur une activité de Cattenom-Ussange, qui est cadastré section 12, parcelle 359. Donc on considère que ce caractéristique du bien répond aux besoins de la commune pour ces nouveaux ateliers municipaux, à savoir, on a 4 bureaux, une salle de réunion, un local informatique, 2 blocs sanitaires, sol, carrelage, faux-plafond, chauffage électrique, par faux-plafond, fenêtre PVC, double vitrage avec volet roulant, environ 400 m² de dépôt isolé, cardage double pot, toiture bac acier et porte sectionnelle, sanitaire et douche et vestiaire. Donc, j'ai été informé que c'était donc vendé l'ensemble de cette en septembre 2020. Considérons que ces locaux sont disponibles dès janvier 2021, c'est-à-dire le 31 janvier 2021, ce bâtiment sera disponible. Et considérant que l'intérêt général pour la collectivité d'acquérir un bien construit disponible sous 3 mois, qui répond parfaitement aux besoins de ces nouvelles données techniques, et considérant que le prix de vente est estimé et fixé par le vendeur à 550 000 €, nous avons demandé donc l'avis des domaines. On a reçu l'estimation à la valeur vénale du bien à 520 000 €. Donc je vous propose donc, au nom du conseil municipal, d'acquérir le bien, donc la section 12, parcelle 359, à la société Murphy, de fixer le prix de la transaction à 550 000 € au regard des caractéristiques de l'immeuble et des conditions temporelles d'entrée dans les lieux, de m'autoriser à signer le compromis de vente comme joint à la présente déclaration que vous avez dû recevoir cet après-midi. Donc je suis désolé, mais on n'a pas pu le recevoir avant. Les notaires sont des fois un peu longs dans les transmissions.
donc de charger, donc, de m'autoriser donc, à signer cette déclaration et donc de m'autoriser à faire les démarches, de désigner l'étude de Maître Laurent Olivier à Cattenom pour la rédaction, l'enregistrement et le suivi de l'acte notarié, donc de m'autoriser à signer l'acte notarié sur les conditions et les clauses définies contre mes ventes, de demander l'exonération des droits d'enregistrement au titre de l'article 1042 du Code général des impôts et de prendre acte que les frais résultant de cette transaction sont à la charge de la commune de Cattenom. Y a-t-il des questions sur cette acquisition? Oui. Effectivement, comme on a eu les documents cet après-midi, je n'ai pas pu les regarder, mais j'avais des questions concernant les frais de notaire, pour avoir un budget à peu près global là-dessus, si vous les connaissez déjà ou pas. Les frais de notaire sont de près de 7 000 €. D'accord. Effectivement, c'est une bonne acquisition, je pense, pour les ateliers municipaux. Et je voulais savoir qu'est-ce qui va être fait des anciens ateliers, pas des ateliers comme actuellement sous les lignes haute tension. Est-ce qu'on va les conserver? Est-ce qu'ils vont être mis en vente? Alors, pour moi, les ateliers qui sont actuellement sous les lignes de tension, on va les garder. Simplement, on va déménager en tout cas l'ensemble qui est rue Victor Hugo, à côté des pompiers, pour effectivement rapatrier l'ensemble de ces personnes dans le bâtiment qu'on souhaite acquérir. Et donc, le nouveau responsable des services techniques, dont un point est prévu à l'ordre du jour, devra effectivement s'occuper de ce transfert et de la réalisation complète de l'ensemble des bâtiments et l'affectation dans ces nouveaux locaux. Les bâtiments rue Victor Hugo vont être revendus, on va les conserver? Alors, on a beaucoup de demandes d'associations qui souhaitent, en tout cas ces locaux. Et je ne vous cache pas que j'ai le capitaine des pompiers, capitaine de pompiers de Thionville, qui est fortement intéressé et il doit me revoir au mois de janvier pour proposer un agrandissement, en tout cas des locaux pour les sapeurs-pompiers. On a un corps sapeurs-pompiers qui est un peu à l'étroit. Nous avons des jeunes, des JSP avec une formation de cadet qui se fait au collège. Nous sommes, je dirais, pointés avec la centrale proche d'une centrale nucléaire et il y a énormément d'espoir, en tout cas, pour faire grandir cette caserne. Donc il faut qu'on réfléchisse effectivement avec le SDIS, donc le capitaine des pompiers, avec le département, sur en fait, la possibilité d'extension ou pas de la caserne actuelle, en concertation naturellement avec la commune. Et je dirais qu'on est qu'au début de l'affaire. Il faut qu'on en discute. Voilà, donc on a effectivement une possibilité, en tout cas, d'agrandissement de la caserne des pompiers. Il faut qu'on regarde maintenant avec les services techniques comment on s'organise avec cette nouvelle acquisition, le transfert, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Pour le 13, acquisition immobilière, maison d'habitation à Cattenom. Cette maison, elle est située à droite. C'est la maison Wozniak, qui est donc habitée par M. Bruno Wozniak et Mme Christine Demestre, à rue Saint-Exupéry. Le montant, en tout cas demandé par le couple, est de 520 000 €. Donc vous avez vu en tout cas dans la note de synthèse que je vous ai envoyée que la caractéristique du bien, à savoir l'immeuble à usage d'habitation, une contenance totale de 12 arts et 76 centiares, qui comprend une surface habitable de 290 m², cuisine selon 4 chambres, salle d'eau, un garage de 3 m², et un jardin arboré et clos, et un grand garage indépendant tout au bout de parcelle, qui touche quasiment la pharmacie, de 84 m².
On considère que ce bien immobilier au cœur du village est une opportunité pour la commune de Cattenom, et notamment dans le cadre de sa politique de développement économique et de réhabilitation du cœur de ville. Considérant que le placement de ce bien à proximité immédiate de grands parkings, de la salle polyvalente du casino, de la voie principale qui traverse la ville, l'avenue de Gaulle, et des commerces de proximité, considérant que cet immeuble s'inscrit dans une continuité urbanistique et économique du territoire, considérant que la destination future de ce bien sera soumise au lancement d'un appel à projet dont les objectifs seront de favoriser l'émergence d'initiatives permettant d'assurer efficacement l'accessibilité pour tous à une offre diversifiée en produits et services, notamment locaux, grâce à un maillage global du territoire, ciblant essentiellement le secteur marchand, une articulation pourrait être opérée avec les services du secteur non marchand. De répondre aux normes environnementales afin de minimiser l'impact du projet, de redynamiser le cœur de la ville de Cattenom, et donc les caractéristiques principales sont la viabilité économique du projet. Voilà. Donc l'investissement sera porté par l'opérateur. Il y aura forcément une faisabilité urbanistique à vérifier et une contre-utilisation entre le prestataire et la commune, un bail commercial ou autre. Donc, considérant que l'intérêt général pour l'activité d'acquérir ce bien regarde les ventes qui précèdent, considérant que le prix de vente est fixé par le vendeur à 520 000 €, vu l'avis de domaine du 30 juillet 2020 qui estime la valeur vénale du bien à 500 000 €, voilà, je vous demande donc d'acquérir le bien situé en section 10, parcelle 325, appartenant à M. Connu Wozniak et Marie-Christine Mestre, de fixer le prix de la transaction à 520 000 €, de désigner l'étude de Maître Laurent à Cattenom pour la rédaction, l'enregistrement et le suivi de l'acte notarié, de l'autoriser à signer l'acte notarié, de demander l'exonération des droits d'enregistrement au titre de l'article 42 du Code général des impôts, de prendre acte que les frais résultant de ces transactions sont à la charge de la commune de Cattenom, et de procéder au lancement d'un appel à projet suivant les conditions définies ci-dessus, que je vais énumérer. Voilà, donc cet appel à projet, je souhaite le lancer. Et ensuite, je pense que la commission d'appel d'offres pourra analyser en tout cas les offres suite aux appels à projet pour en fait choisir celui qui pourra en tout cas venir s'installer dans cette maison. Y a-t-il des questions? Oui. Autant le premier achat, c'était un achat avec un projet déjà bien défini, bien clair, qui était l'installation des ateliers municipaux. Il y avait du sens, puisqu'on retrouvait un bâtiment qui correspondait à un réel besoin. Cette maison, je la connais même très bien, parce que c'est moi qui l'ai dessinée quand j'étais étudiant dans le cabinet d'architecture qui a fait ce projet. Et je m'interroge sur la faisabilité, sur le montant futur des travaux qui risquent à avoir à faire concernant les projets. À savoir qu'on va mettre un demi-million d'euros pour l'achat de cette maison, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, qui n'est pas adéquate au niveau de la réglementation sanitaire du département, réglementation du travail qui n'y est pas non plus. Du point de vue thermique et sécurité incendie, il va falloir revoir les choses dedans. Alors vous avez dit, ça sera au porteur de projet de financer ce projet. Est-ce que ce porteur de projet va devoir réaliser tous ces travaux à sa charge? Est-ce qu'il est conscient de la masse de coût qu'il va falloir investir là-dedans? On verra avec l'appel à projet et les gens qui vont y répondre. Je veux bien. Et n'est-il pas plus prudent de se dire, on fait une étude de faisabilité et on a un coût général des travaux un peu avant, plutôt que de se lancer tout de suite dedans et de se dire, oulala, on ne sait pas si ça va être faisable, et si les travaux sont trop conséquents, on risque de se retrouver avec un bâtiment où personne ne pourra investir dedans. Parce qu'on est quand même en seconde ligne commerciale, donc je vois mal un commerçant s'installer à cet endroit-là, malgré le fait qu'il y ait un parking. Si c'est de la petite enfance, il faut remettre tout aux normes, ça coûte énormément cher. Si c'est des médecins, il y a l'accessibilité. Donc il y a beaucoup de contraintes qui sont quand même liées à la transformation d'une maison en un lieu recevant du public. Et je crains fort qu'on se retrouve avec un bien sur les mains comme ça, qui sera difficilement, j'allais dire, transmettable à un projet viable sur un projet.
Alors, il y a deux solutions. On achète ce bien, on lance un appel à projet. Il y a un ou deux appels de réponses, on va étudier. Il n'y a aucun sujet, il n'y a pas de porteur de projet, à la limite. Il y a une personne qui se présente. On peut revendre à ce moment-là le bien. Rien ne nous empêche de revendre à ce moment-là le bien. J'entends la partie PMR, j'entends la partie accessibilité au public, etc. Tout ça, ce sera effectivement au porteur du projet de le prévoir. Là, c'est marqué investissement porté par l'opérateur. Et on verra s'il y a un ou deux ou trois appels à projet. La CAO fera à ce moment-là l'étude et regardera. Aujourd'hui, je vous demande seulement d'acquérir le bien et on verra ensuite, après l'appel à projet, l'avenir en tout cas de ce projet vis-à-vis des gens qui vont y répondre. Vous savez déjà vers quel sens de projet vous souhaiteriez voir ce... Pour l'instant, non, mais vous avez parlé de maison médicale. Voilà, on peut éventuellement évoquer ça, sachant qu'il y en a effectivement disponible. On va se poser la question effectivement par rapport aux gens qui souhaitent répondre. Et moi, la porte est ouverte et l'appel au projet est lancé. Et c'est le but aussi d'un appel à projet, c'est que les gens visitent les lieux, regardent et proposent des choses. Il y a déjà eu, parce que comme on a le bilan, aujourd'hui je travaille dans la promotion immobilière, je développe des gros projets immobiliers. Je sais qu'aujourd'hui, si mes patrons me demanderaient ce que je pensais de ce projet-là, je n'achèterais pas. Clairement, je n'achèterais pas. C'est un projet à risque, que nous, on considère à risque dans l'immobilier pour la transformation. Parce que pas de suite derrière. J'entends bien le fait de vouloir porter un projet, mais si on ne donne pas toutes les vies à l'acquéreur, je crains fort qu'il y ait des convenus par la suite. C'est pas la négociation de dire on reporte ce poids-là, ce vote-là, on fait quelques études avant, on donne un projet défini et on clarifie un projet défini, et puis on porte le projet, on achète et on y va avec un projet. En s'assurant un peu les vies qu'on aurait derrière. Alors, on a la même difficulté avec la Salle Saint-Joseph. La Salle Saint-Joseph aujourd'hui appartient à la commune. Je souhaite lancer un appel à projet aussi sur le bâtiment. Donc vous savez que durant la campagne électorale, on a tous parlé de l'épicerie, etc., là-bas. Donc voilà, donc c'est pareil, on a un projet, un bâtiment qui nous appartient, et on va lancer un appel à projet. Et on verra bien qui va répondre. Moi j'espère que si effectivement on fait une épicerie, la change de sujet, et c'est un petit peu ça l'idée, j'espère que des groupes comme Leclerc, Casino, Intermarché, etc., puissent répondre à l'appel à projet. Voilà. Donc on a un vrai problème de commerce sur Cattenom. Je souhaite développer en tout cas tout ce qui touche au commerce. La Salle Saint-Joseph, on a la même configuration, la commune est propriétaire et on va faire un appel au projet. Sur la maison Wozniak, c'est la même démarche, sachant que jusqu'à présent, nous avons déjà eu, la famille Wozniak a déjà eu des compromis de vente qui ont été signés. Voilà, ce compromis de vente, forcément, j'ai dit que s'ils y allaient jusqu'au bout, j'actionnerais mon droit de préemption. Ils m'ont demandé d'acheter la maison seule avec une clôture de 2 mètres autour. Et un agent immobilier voulait construire sur le reste de la parcelle, y compris la parcelle qui donne sur la route de gauche, construire 10 maisons. Avec une autorisation de la commune, d'ouvrir le parking pour que les gens puissent rentrer. Donc, le projet immobilier existe. Et donc, il faut se dépêcher à l'acheter parce qu'il y a d'autres agents immobiliers qui proposaient des choses. Donc, c'est une opportunité d'acheter maintenant parce que sinon, il n'y a pas d'opportunité. Et j'ai peur que si on lance une étude à l'heure actuelle, quand on aura fini l'étude, avant la fin de l'étude, le bien sera revu. Pour faire écho à la Salle Saint-Joseph, on n'est pas tout à fait dans le même type de configuration. Salle Saint-Joseph, on est vraiment au cœur de village. Vous m'auriez dit, on a une grange rue de l'Église, rue des Châteaux à vendre. Je vous aurais dit oui, là ça fait sens, on rénove du patrimoine. Cette maison, elle date des années 90, elle n'a pas un caractère architectural particulier, elle n'a pas un caractère urbanistique très particulier non plus. D'autant plus qu'on est en site ABF. Il y a quand même les architectes des bâtiments de France sur ce bâtiment. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Je veux dire, ou être libre dans ce qu'on devra pouvoir faire. Je pense que c'est... Vous avez droit de penser.
Oui, je pense que c'est ce que je peux. Oui, Merci. Il y a d'autres questions? Il y a le micro? En fait, ça ira. Mais c'est pour les gens en France, ils n'osent pas. Ouais. Il est où le micro? Non, c'est pas celui-là. Un, deux. En fait, pour répondre aussi un peu à votre question, parce que bon, votre interrogation, elle est légitime. Bon, on s'est posé aussi. Donc, il faut savoir quand même qu'à Capnum, on est très sollicité sur du foncier disponible au centre de Capnum, pour différentes activités. Donc, on a eu récemment un contact avec un agent immobilier qui développe une construction sur Capnum, et qui dit qu'il a déjà des réservations pour tout un tas de commerces du style boulangerie Paul, labos médicaux, kinés, bon, on a déjà les kinés. Donc on est sollicité. Donc si Bernard propose ce soir ce projet-là, c'est que les facteurs de réussite sont déjà quasiment acquis de par les contacts qu'on a déjà eus de gens qui cherchent des choses. Donc, ce qui est important, c'est qu'on fasse un appel à projet, parce que justement, il ne faut pas se tromper sur la destination de ce bien. Mais on a quand même une demande assez forte sur Capnum, alors pour plusieurs raisons, parce que c'est un axe qui est hyper prisé par le fait d'être justement pas tout à fait au cœur du village. Il y a un intérêt, et il faut être sur l'axe du RD1. Donc là, on est sur l'axe du RD1. On est à proximité d'un grand parking, ce qui n'est pas le cas au niveau d'autres endroits de Capnum. Et donc, je peux vous assurer que les demandes sont déjà au rendez-vous. Donc, les demandes, on ne peut pas les sélectionner parce que ces demandes-là, si vous voulez, il faut que ce soit des réussites, parce qu'on ne veut pas se tromper. Et donc, faire cette acquisition et lancer un appel à projet, c'est pour nous, quelque part, une garantie que ce bien ait une destination future, qui soit une destination économique, avec le meilleur projet. Et donc, notre challenge, c'est justement d'oser faire ça, parce que les facteurs de réussite sont là. Voilà. Et donc, passer à côté de cette opportunité, ça serait vraiment assez dommage, parce qu'après, on regrettera d'avoir ici un ensemble d'habitations, alors qu'on aurait pu avoir une valeur économique, puisqu'on s'est engagé à cela, à Capnum, vous comme nous d'ailleurs. On s'est engagé à développer économiquement tout ce qu'on pouvait développer, parce que ça ramène de l'emploi, ça ramène de l'animation. Et je pense que, personnellement, je pense qu'on ne fait pas une erreur, et Bernard Zener pense également, et une grande partie de ce conseil, je pense, suite à l'exposition qui vient d'être faite de ce projet, les facteurs de réussite sont vraiment au rendez-vous. Oui. Pendant ce temps-là, à Rodemack, ils sont en train de monter une maison de soins, et nous, on attend le contrat. Est-ce que vous avez un projet vraiment dans ce sens-là? Même si ça coûte plus cher, ça a du sens. Pour tout vous dire, en fait, on a rencontré Bernard Bourchi, on a rencontré Michel Loge. Voilà, donc il a actuellement des locaux disponibles. Et donc on a convenu de lui faire la publicité, en tout cas pour ces établissements qui sont actuellement vides. Voilà, et on souhaite effectivement mobiliser en tout cas de médecins qui souhaitent s'installer sur Capnum. Et il a baissé les prix de ses loyers. Voilà, et donc on va faire la publicité, en tout cas pour que ces locaux qui sont vides à l'heure actuelle, enfin, une partie est occupée, mais une grosse partie qui est vide, on puisse faire venir des médecins rapidement. Voilà, donc on a aussi cette volonté-là, et en tout cas on essaie de travailler ensemble, en tout cas pour que effectivement le médecin vienne s'installer et qu'on puisse dynamiser et répondre en tout cas à cette demande. Bon, Rodemack fait ce qu'il a à faire, mais en tout cas nous aussi on avait 3 médecins sur Capnum, on n'a plus qu'1,5 aujourd'hui. Voilà, j'espère que le Dr Chély continuera encore à exercer de nombreuses années, mais malheureusement, le Dr Boguet, il a 80 ans et il exerce encore. J'espère que Michel Chély fera pareil, mais effectivement, il faut multiplier l'offre, en tout cas de soins. On est tous conscients
Et je pense qu'on a entendu la même chose durant la campagne électorale, à travers les habitants qui sont inquiets. Donc on travaille aussi sur ce sujet-là. Et donc on a le projet de la maison bosniaque qui est ouvert, un appel à projet. Peut-être que des médecins vont se regrouper et nous répondre à un appel à projet, on verra bien. Sachant qu'il existe déjà des cabinets qui peuvent être ouverts demain rue des Châteaux. Donc on a une offre médicale existante et on a un appel à projet là pour effectivement des gens qui souhaiteraient s'installer. Et ça permettrait, pour répondre un petit peu à la question de M. Roleski, que le médecin habite à l'étage et que le cabinet reste au rez-de-chaussée avec tous les accès PMR, etc. On verra bien si on a un appel à projet dans ce sens-là. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vous demande donc décider d'acquérir le bien situé, donc section 10 parcelle 325, qui appartient à Bruno Wozniak et Mme Christine Demestre au prix de 520 000 €. De désigner donc l'étude de Maître Laurent à Capnol pour la rédaction enregistrement suivi l'acte notarié, m'autoriser à signer l'acte notarié, de demander donc l'exonération de l'enregistrement au titre de l'article 1042 du Code général des impôts, de prendre acte que les frais résultant de cette rédaction soient à la charge de la commune, et donc autoriser le maire à procéder au lancement d'un appel à projet, suivant les conditions que je vous ai énoncées tout à l'heure. On va passer au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient? Une abstention. Donc le point est voté à la majorité. Point 14. Décision modificative. Budget principal de la commune. Décision modificative numéro 4. Considérant que les crédits affectés à l'opération au PNI notifiés sont insuffisants, au regard des dossiers de demande de subvention de façade complémentaire pour l'exercice 2020. Alors, je pense que le confinement a fait que les gens qui sont restés à la maison ont dû se poser des questions avec les appels incessants d'isolation à nouveau. Nous avons été inondés, en tout cas, de revenants de façade avec des participations. D'habitude, on avait 1 ou 2, maximum 3 dossiers par an. Là, on est à plus de 11 dossiers. Donc, la plupart des gens ont voulu rénover leur maison. Donc, c'est une bonne chose. Sauf que les crédits qu'on a affectés à ces opérations-là sont insuffisants. Donc, on considère que les crédits affectés à l'opération 91 sont nous aussi fortifiés, qui ont été modifiés déjà par les significatifs numéro 2, demeurent insuffisants. Considérant les acquisitions immobilières qui ont été actées par le conseil municipal, donc à la fois sur l'achat de hangars de la zone artisanale et l'opération du poids précédent de la maison Wozniak, considérant que les crédits restants à l'opération 887 chaufferie-bois, soit 840 000 €, considérant que les travaux affectés à cette opération seront paralysés sur l'exercice 2020, la crise sanitaire n'a pas permis de respecter les procédures d'entreprise. Donc je propose au conseil municipal donc, de prendre de l'argent sur la partie chaufferie-bois, 808 000 €, d'affecter 6 000 € sur les bâtiments et installations, les sites fortifiés 2 000 €, la construction du hangar municipal de 70 000 € du fait que nous avions déjà provisionné 300 000 €, et donc acquisition de maison Wozniak à 530 000 €, sachant qu'on a inclus les frais de notaire en plus et arrondi à la somme supérieure. Voilà, tout ça dans la partie section investissement. Donc je vous demande d'approuver cette décision modificative suivant le détail que je vous ai indiqué. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, nous avons passé ces derniers conseils à rectifier le budget de la chaufferie. Oui. Comment celle-ci va être financée
dans les prochaines années? Est-ce que c'est une augmentation d'impôts ou c'est prévisionnel l'année prochaine? Non, nous avons, avec la crise du Covid, pas réussi à dépenser tout l'argent sur 2020. Donc, on avait une possibilité de faire un prêt, mais à quoi sert d'avoir un prêt du fait qu'on a l'argent disponible sur les comptes. Donc, je propose effectivement qu'on utilise l'argent qu'on encaisse et qu'on paye directement avec l'argent qu'on a l'ensemble de ces deux investissements. Et lors du budget 2021, on équilibrera le budget et on en discutera à ce moment-là, lors du vote du budget, sur la façon de faire. Pour l'instant, moi personnellement, je n'ai pas envie de monter les impôts, mais on en discutera en commission des finances. Parce qu'il reste encore la réhabilitation du plafond de l'église. Oui, alors c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a fait appel à Matec, du fait que je ne suis pas d'accord sur la partie destruction complète de l'intérieur. Je pense qu'il y a une solution peut-être intermédiaire de casser une partie et de refaire. Voilà. Donc on va forcément revoir les coûts. Aussi, il y avait été estimé entre 400 000 et 600 000 euros. Donc si on peut diminuer ces coûts, en tout cas, naturellement, je souhaite le faire. Donc sur la chaufferie bois, ce ne sera pas fait cette année? Alors sur la chaufferie bois, on n'a pas lancé le marché. En fait, la partie marché qui n'a pas été lancée et qu'on doit faire, c'est la partie secondaire. Alors je m'explique, vous avez l'école Pompidou à côté, qui est actuellement toute électrique. Donc on a la partie secondaire à faire, c'est-à-dire en fait mettre des radiateurs partout, et donc remplacer les radiateurs électriques par des radiateurs à eau, qui eux-mêmes seront alimentés par la chaudière biomasse à travers un échangeur qui a été installé aujourd'hui. La sécurité, il est installé dans le couloir, c'est-à-dire l'échangeur est arrivé et installé. Voilà, si le jour vous allez à l'école Pompidou, sur le montée des escaliers, vous allez avoir un échangeur. C'est un petit appareil qui fait 1,50 m même pas de haut, 30 cm de large, et l'échangeur est installé. Donc en fait, ces 800 000 euros qu'on avait prévus sont sur toute la partie secondaire de tuyauterie à tirer. Pareil sur la culture, tout électrique, il faut faire toute la partie secondaire, et le marché n'est pas lancé. Donc cet argent, on ne va pas le dépenser sur 2020, donc il faut lancer le marché, et donc on verra ça en 2021. Moi je propose, parce qu'on a samedi, on a pris un petit peu l'information finance, que la partie qui est affectée à la chaufferie bois, on fasse une DM et passer sur les dépenses imprévues. Ça évite la mécanique dans ce sens-là, ça complique la chaufferie vers les autres dépenses. Alors effectivement, on a discuté lors de la formation finance samedi dernier à la Commission commune. Effectivement, on met toujours une somme dépenses imprévues, 25 000 euros. Généralement, on met ces sommes pour, effectivement, comme je l'ai dit, à flux de montagne, etc., on peut le prendre. Mais généralement, ça sert aussi à équilibrer le budget. Donc, on prévoit une somme de dépenses imprévues et on équilibre nos budgets de cette manière-là. Mais on peut prévoir non plus en dépenses imprévues. Là, on va acheter 2 bâtiments à 1 million d'euros. On peut mettre en dépenses imprévues 1 million d'euros. Voilà. Alors, effectivement, en plus, dans la formation, il m'a dit, M. Drouet, on peut mettre que 7% d'investissement. Donc, on peut mettre des sommes non plus énormes. Donc, c'est forcément limité en montant. Oui. Je me permets juste d'intervenir en tant que financier de la commune. Avec Fanny Melem, on est en train de travailler sur un plan pluriannuel d'investissement. Et c'est vrai que, on est tous un peu des conseillers lambda dans un petit village. Et il y a des chiffres un peu qui nous dépassent. Ce soir, on demande de voter pratiquement 1 million d'euros, voire un peu plus, sur des investissements qui sont prévus. Moi, je voudrais simplement rassurer le conseil municipal qu'il faut que l'ensemble des conseillers municipaux aient une vraie visibilité sur les finances publiques de la commune et sur les investissements qu'on va pouvoir faire sur les 6 années.
Donc je vous invite à prendre dans les prochaines semaines ces informations lors déjà de la commission des finances et après les approuver au conseil municipal avec une vraie présentation du plan pluriannuel d'investissement, et on aura tous une meilleure ouverture d'esprit pour la compréhension du budget de la commune. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Il y a encore des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient? Le point est arrêté à la majorité. Point 15. Décision modificative numéro 1, budget épicerie. Considérant que les recettes 2020 sont supérieures aux recettes initialement prévues au budget primitif 2020, il faut ajuster les crédits inscrits. Donc il est proposé de retenir la décision modificative qui s'établit de façon suivante: en dépenses, achat de marchandises, 25 000 € et en recettes, vente de marchandises, 25 000 €. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 16. Fonds de concours communautaire 2015-2020. Appel de fonds. Alors, nous bénéficions, comme toutes les communes de la commune, de fonds de concours. C'est une décision qui a été prise au Conseil communautaire en 2015, qui porte à l'adoption d'un pacte financier et fiscal entre la commune et ses communes membres pour la période 2015-2019. On a pris une autre délibération en 2018 avec un avenant au pacte pour la mise en place d'un nouveau mécanisme de garantie qui s'applique au montant de la dotation de solidarité communautaire jusqu'en 2019. On a pris une autre délibération aussi au Conseil communautaire pour faire un avenant 2 du pacte qui prolonge ce dernier du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et vu la délibération 15 du Conseil communautaire du 25 juin 2019 qui approuve l'avenant 3 pour l'attribution des fonds de concours, qui porte en tout cas la validation pour chaque commune au titre de fonds de concours au 30 novembre 2020, et considérant que l'enveloppe financière au titre des fonds de concours communautaires de la commune s'élève à 54 796,20 €, en fait on a tout dépensé de 2015 à 2019 et on n'a pas dépensé la somme qui était ce montant. Donc considérant que la commune a inscrit au budget primitif 2020 la réalisation de l'installation d'un réseau de vidéosurveillance sur le territoire, on a un premier devis de ce GEDEC à 86 534,18 € hors taxe, soit 103 841 € TTC, sachant que dans ce dossier-là, on doit le présenter à la gendarmerie pour valider en tout cas la cotation de ce réseau vidéo. Et les gendarmes vont forcément nous demander de rajouter des caméras, notamment aux entrées de ville, sorties de ville, de telle manière qu'on puisse voir les entrées et venues de chacun. Donc en fait, le montant de 103 000, il va forcément être beaucoup plus élevé du fait qu'on rajoute des caméras qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc on a droit à 50% de cette enveloppe par la commune, sachant qu'on pourra effectivement bénéficier de 54 796 €. Si je prends la somme 103 000 divisé par 2, on n'y est pas. Donc forcément le montant final après version du marché va être supérieur. Et donc on demandera le concours à 50% de la somme qui sera octroyée au marché, donc à la commune. Donc je vous demande donc de solliciter le fonds de concours communautaire sur cette opération d'investissement à hauteur de 54 796,20 €, de dire que une subvention est sollicitée par la commune auprès des partenaires institutionnels et de l'État, et donc d'être autorisé à signer le document afférent à cet appel de fonds. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Y a-t-il des questions? Oui. J'ai une question. À la commission de sécurité, on a parlé de vidéo, on n'a pas parlé de
sur le devis CGLEC qu'on avait. C'est pour ça qu'on a inscrit au budget la somme de 100 000 €. Ce montant, forcément, il va être revu en fonction de la prestation du marché. Donc il faut lancer un marché, et en fonction du marché qui va être lancé, on aura une vraie facture, et cette vraie facture qui sera acquittée sera envoyée à la commune pour appeler le fonds concours. Le fonds concours, c'est ni plus ni moins qu'une subvention qui est versée par la commune à la commune de Cattenom. Actuellement, sur les 20 communes, il y en a 2 qui m'ont fait part des difficultés de ne pas avoir de projet. C'est-à-dire, en fait, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment le dépenser, ils n'ont pas de devis. Nous, on a l'opportunité d'avoir un devis et pouvoir solliciter la commune avant le 30 novembre 2020, c'est pour ça qu'on passe au conseil ce soir. Et cette somme devra être dépensée avant le 30 novembre 2021. Voilà. Et donc, on est dans les clous à la fois pour lancer le marché, faire l'opération et finaliser l'ensemble avant le 30 novembre 2021, facture acquittée, pour pouvoir bénéficier de ce fonds concours. Oui. Ce qu'on vote ce soir, c'est pas le choix du prestataire pour la vidéosurveillance, parce que c'est assez complexe comme dossier. Donc on aura besoin de... On a un premier devis, mais il correspond à un cahier des charges qu'on risque de changer, etc. Parce que en fait, on devait avoir un audit de la gendarmerie pour que ce système de vidéosurveillance soit complètement optimisé. Donc là, ce soir, c'est simplement dire, voilà, on a une somme d'argent, on l'attribue à ce sujet-là. Et on n'a aucun engagement pour l'instant sur le prestataire. Donc c'est plutôt dire, voilà, le fonds de concours, plutôt que de le dilapider en petites sommes, on dit, on regarde toute la somme, on met sur la vidéo. Juste une question pour qu'on précise nos choix. Est-ce que vous allez faire un appel d'offres? Ou alors vous allez passer par le marché, la centrale d'achat ou le marché? Alors, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, il y a un marché qui a été gagné par la téléphonie Moslan, Telmo, avec le marché du GAP, sur tout ce qui est liaison fibre, liaison. Voilà. Donc, on pourrait faire un marché avec Allo 1 directement avec Telmo, du fait qu'il y a un marché qui est attribué par le biais du GAP, donc c'est un marché déjà négocié. On pourrait faire un deuxième lot, par exemple, mais ça, il faut qu'on en discute, hein, sur le matériel. Voilà, les liaisons sont faites, et après, on demande à une entreprise de nous fournir un matériel, et pour faire le choix du matériel, avec le logiciel naturellement de traitement, les données au bureau du policier municipal. Bon, voilà, on pourrait le faire en 2 lots, mais ça reste à définir, en tout cas, mais c'est une possibilité qu'on a. Y a-t-il des questions, d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est voté à l'unanimité. Point 17. Fonds de solidarité pour le logement 2020. Participation financière. Je propose une participation de la commune au fonds de solidarité pour le logement à raison de 0,30 € par habitant pour l'année 2020. Voilà, donc si on multiplie cette somme par 2189 habitants, on obtient un versement de 806,70 €, qui sera la participation de la commune au fonds de solidarité au logement pour l'année 2020. On a les crédits qui sont prévus au budget primitif. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Point 18. Création d'un emploi technicien principal deuxième classe. On a un certain nombre d'articles de loi qui s'appliquent sur les collectivités ou établissements qui sont créés. C'est au conseil municipal qui appartient de fixer les effectifs à temps complet, à temps non complet, etc. C'est la
commune cyclique, puis vacances d'emploi, position de gestion de la Moselle pour le responsable des services techniques. Et je dis bien responsable des services techniques. Et donc, nous avions Christophe Gall, qui était directeur des services techniques. Ce terme est impropre. Et donc, le poste de directeur des services techniques s'applique aux communes de plus de 10 000 habitants. Donc nous sommes à 2700, donc nous ouvrons un responsable des services techniques. Donc, cette phase de recrutement est faite. Nous avons reçu plusieurs candidats. Et nous devons créer donc, le poste d'emploi technicien principal de deuxième classe permanent, à temps complet, donc à compter du 1er novembre 2020. Voilà, donc le candidat retenu est Jean-Sébastien Closta, qui travaille à la commune de Cagnols. Il fera donc partie de l'effectif au 1er décembre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé ce poste, pour lui permettre de rentrer dans le cadre de cette création d'emploi principal deuxième classe, à temps complet, à côté du 1er novembre, sachant qu'il viendra physiquement le 1er décembre. Voilà, y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le point est voté à la majorité. Alors, les points 19 et 20, donc plan de formation 2020 et le point 19, plan de formation 2020 et le point 20, rapport sur l'état de la collectivité et le bilan social de la commune, on est obligé de les ajourner du fait qu'on n'a pas reçu l'avis du comité technique du centre de gestion. Voilà, donc il faudra le passer, qui s'est le 25 septembre. Mais on les a poussés pour dire on a un conseil municipal le 21 octobre, j'ai péché le coup de nous donner mon aval. Donc on ne peut pas passer ces points au conseil du fait qu'on n'a pas de retour officiel, donc on passera ça au prochain conseil. Le point 21 concerne l'alimentation du compte épargne-temps, les dispositions temporaires pour l'année 2020. Donc là aussi, je vous grâce des numéros de décret. Donc je vous propose au conseil municipal d'autoriser pour l'année 2020 le dépassement du nombre de jours sur le compte épargne-temps de la limite de 10 jours du plafond actuel de 60 jours. Voilà, donc je vous demande de l'autorisation pour 2020, le dépassement du nombre de jours sur le compte épargne-temps de la limite de 10 jours du plafond actuel, 60 jours. Sachant que sur l'ensemble du personnel, ça concerne un agent. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 22, règlement du compte épargne-temps à la commune de Cagnols, modification. Donc je vous fais grâce aussi du numéro de décret. Considérant que l'issue d'un congé maternité, d'adoption, paternité, d'accueil d'enfants, d'un congé de proche ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui a fait demande bénéficie de plein droit des droits de congé accumulés sur le compte épargne-temps. Considérant que s'il y a eu au regard des évolutions réglementaires de modifier l'article 6 du règlement interne au compte épargne-temps de la mairie de Cagnols, donc je vous propose et soumets à votre approbation un nouveau règlement du compte épargne-temps qui est joint à la présente délibération et donc m'autoriser à accepter le nouveau règlement relatif au compte épargne-temps applicable à la mairie de Cagnols, autoriser le maire à signer ce petit règlement et de charger le maire de toute démarche utile à l'application du règlement. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous remercie de votre attention et du public. J'espère qu'ils ont mieux entendu là-bas. Malgré les petits couacs
de l'Arsène au début. Merci au canal local, merci à tous et bonne soirée à tous. Merci.